Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Des nouvelles de la politique fédérale avec la députée du NPD en Abitibi-Témiscamingue, Mme Christine Moore. Madame Moore, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Madame Moore. À Ottawa, il se passe tellement, mais tellement de choses. On en parlait juste avant d'entrer en ondes. C'est comme les journalistes trouvent, et je trouve également très souvent, l'arrogance de M. Harper. M. Harper, on le sait, est majoritaire actuellement, donc peut à peu près faire ce qu'il veut. En Chambre, comment vous le percevez? Est-ce qu'il est aussi arrogant? Est-ce qu'il est aussi hautain en Chambre qu'il l'est des fois face à des journalistes ou quand il va dans l'Ouest canadien, peu importe? Est-ce qu'il est aussi arrogant? Je dirais pas qu'il est... Je crois que c'est beaucoup plus certains de ces ministres qui sont beaucoup arrogants. Ah, ça, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup, oui. C'est sûr que M. Harper aussi est beaucoup en déplacement, donc on le voit pas nécessairement. Vous le voyez moins en Chambre. On le voit moins en Chambre parce qu'il est beaucoup en déplacement. Et bon, on dirait aussi que toutes les choses complètement stupides et qui n'ont pas de sens qui se sont dites dernièrement, c'est toutes des choses qui se sont dites justement quand il n'était pas là. Donc, on dirait qu'à mesure qu'il s'absente et le caucus conservateur perd complètement tout contrôle et fait n'importe quoi. Là. OK. Oui, parce qu'il est beaucoup plus à l'extérieur, je pense, de la Chambre qu'il est à l'intérieur. Une question comme ça, Mme Moore. Aux élections fédérales du 2 mai dernier, en 2011, le NPD avait récolté environ 43 % des votes au Québec. En juin 2011, soit un mois plus tard, le NPD était environ à 53 % de popularité au Québec. Et aujourd'hui, il est en bas du 30 %. Il est à 29 % d'appui. Comment vous expliquez ça que pas tout à fait un an, environ 9-10 mois après, vous passez de 53 % à 29 %? Bien, c'est très difficile d'expliquer les sondages. Puis les sondages, c'est tout le temps une photo qui est prise à un moment précis. Donc, c'est sûr que peut-être que, quand on se rapproche un peu plus des élections, on les considère. Mais je crois qu'à ce moment-ci, faut tout simplement essayer de faire son travail et pas se préoccuper des résultats des sondages. À ce moment-ci, il faut simplement foncer, faire ce qu'on a à faire. Là. Oui, je comprends, mais c'est parce que c'est beaucoup d'appui que vous avez perdu. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut penser ce que plusieurs pensent actuellement et ont pensé, c'est qu'on a voté pour le bon vieux Jack, puis le bon vieux Jack, bien, malheureusement, n'est plus là. Donc, on se dit, mais là, il n'y a même pas de chef, il y a un chef intérimaire, il y aura un chef en mars prochain. Est-ce qu'on peut dire que cette course à la chefferie-là vous nuit plus qu'elle vous aide au point de vue de popularité? Moi, je crois pas qu'elle nous nuit parce que elle permet aux gens de connaître le programme, elle permet aux gens de connaître ce que c'est le NPD, c'est quoi les idées qu'on défend. Parce qu'on est conscient qu'à l'élection, les gens, il y en a qui votent pour le parti. Il y en a qui votent pour le programme. Il y en a qui votent pour le chef. Il y en a qui votent pour le candidat. Puis il y en a que c'est un peu un mélange de tout ça. S'il y a beaucoup de gens qui votaient pour Jack, bien maintenant, au moins, ils vont savoir quel est le programme. Et là, il y a des gens à la grandeur du Canada qui se promènent, qui font connaître le programme. Et je crois que ça nous aide. Mais c'est sûr que tant que le nouveau chef ne sera pas élu, c'est plus difficile, mais c'est des situations qui sont un peu des transitions et on va voir par la suite. À ce moment-ci, c'est extrêmement difficile de savoir vraiment l'influence, de s'attarder trop au sondage. Et toujours, je crois qu'après toutes les élections, il y a une certaine mouvance, là. Oui, c'est ça, parce qu'on dit aussi que habituellement, dans une course à la chefferie
peu importe le parti, peu importe si c'est au pays ou dans une province, habituellement, quand on fait une course à la chefferie, les appuis augmentent, on suit les débats, on veut savoir qui mène, etc. Et puis on parle beaucoup du programme du parti à l'intérieur d'une course à la chefferie. Puis quand on dit que le dernier débat qu'il y a eu au Québec, il y a à peine 50 dans la salle de personnes présentes. C'est parce que c'est quoi? C'est qu'au Québec, on dit que M. Mulcair fait une très belle campagne, mais on n'en entend pas beaucoup parler, c'est sûr, parce que c'est quand on parle d'un pays, on ne parle pas d'une province. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que l'Ouest pense de M. Mulcair? Maintenant, vous avez dit ouvertement que M. Saganache était votre candidat. Il n'est plus là. Vous vous rangez de quel côté maintenant? Je n'ai pas encore décidé de reprendre position. J'étudie actuellement les candidats qui demeurent dans la course, voir leur programme, voir leurs idées, mais j'ai pas repris position officiellement encore. Je ne sais pas si je vais le faire. C'est pas exclu que je le fasse, mais je ne sais pas encore si je vais reprendre position pour un autre candidat. Ça me surprend de votre réponse, Mme Moore, parce que, en tout cas, moi, il me semble que dans une course à la chefferie, dans un pays, alors où toutes les provinces, les membres NPD auront à voter, moi, j'aurais sincèrement pensé que les 57, 58 ou 59 députés du NPD seraient unanimes derrière M. Mulcair. C'est le seul qui a, à peu près au Québec, à se présenter. Vous iriez jusqu'à ne pas l'appuyer? J'ai un peu de misère avec ça. Bien, pour moi, l'important, c'est vraiment les idées, les qualités de leader d'une personne et que ce leader-là, je veux dire, qu'il vienne de n'importe où au Canada, c'est vraiment les idées et ce qu'il y a d'important. Et ce qui arrive aussi, c'est que, les candidats, on a vraiment d'excellents candidats. Donc, c'est comme, il faut prendre le temps vraiment de choisir pour les idées et pour ce qu'ils représentent. Et le problème aussi, c'est qu'on a d'excellents candidats, donc c'est difficile de choisir parce que chaque personne si on peut dire, représente quelque chose et va nous aider à accomplir une certaine personne. Il n'y a pas, présentement, dans cette course au leadership-là, il n'y a pas une personne qui est complètement à côté de la plaque et une autre qui est clairement le seul compatible. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile de reprendre position et je veux prendre le temps de bien le faire. Je connais bien M. Saganache, je connais ses qualités et j'étais vraiment convaincu qu'il pouvait faire le meilleur leader pour le NPD. Il a choisi de se retirer. Donc maintenant, c'est sûr que de mon côté, j'avais pas étudié les possibilités d'aller réappuyer quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je veux prendre le temps de le faire et c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Au vote, vous allez avoir fait votre choix, je présume, parce que vous allez appuyer certainement un candidat, peu importe lequel. Ou bien non, si vous allez vous abstenir? Bien, c'est sûr que pour moi, personnellement, je vais avoir fait mon choix dans le sens que je vais avoir décidé ce que moi je fais. Est-ce que je vais décider de le rendre public ou pas? Ça, c'est une autre question. OK. Pension de sécurité de vieillesse. M. Harper a envoyé une bombe il n'y a pas tellement longtemps qui pourrait faire passer la pension de sécurité de vieillesse de 65 à 67 ans. Quelle est la position du NPD comme opposition officielle dans ce dossier-là? Bien, la position, c'est que, le directeur parlementaire du budget, entre autres, qui est un expert qui connaît bien ça, a étudié la question et dit le régime de pension de la sécurité de vieillesse est viable à long terme et n'est pas menacé. Donc, c'est sûr et certain que pour nous, il faut conserver les pensions à 65 ans. Et les gens ont aussi besoin de planifier leur retraite, donc ils doivent savoir la réponse. On ne peut pas les laisser dans l'absence de réponse et ne pas leur dire qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, pour nous, c'est sûr et certain que c'est viable à long terme et qu'on doit les garder à 65 ans. Parce que M. Flaherty, qui est venu par en arrière de tout ça, qui disait qu'il pourrait y avoir des changements, mais que ça pourrait aller jusque en 2025 ou environ. Fait que ça veut dire qu'on prévoit à très, très long terme. Mais pour l'instant, le dossier, il est rendu où? Parce qu'on parle que en 1965, la pension était à 70 ans.
ils l'ont ramené justement là en 65, ils l'ont ramené à 65 ans. Les défavorables de 65 à 67 ans étaient à 71 %. L'âge de la retraite à 65 ans, c'est 75 % pour, et puis plus que 65 ans, c'est 20 % favorable. Vous êtes là à Ottawa, vous siégez. Est-ce que ce fut, d'après vous, une bombe lancée par M. Harper? Pourquoi? Je ne le sais pas. Ou bien non, si vraiment c'était dans sa position de vraiment revoir ce dossier-là puis de monter les pensions de 2 ans de plus. Mais c'est vraiment une bombe. Il ne l'a même pas annoncé dans la campagne électorale. Non, il a fait campagne, il n'a jamais parlé que c'était son intention. Il me semble que c'est quelque chose de majeur et que les gens auraient peut-être voté autrement s'il aurait dit dans la campagne que c'était son plan. Donc, c'est vraiment une bombe. Puis en plus, il l'a annoncé en Chine. Oui, exactement. Il n'a même pas eu la décence d'annoncer que c'était une possibilité qu'il étudiait. Non, tout le monde est resté surpris. Et depuis ce temps-là, ça fait 2 semaines en Chambre qu'on essaye de demander tout simplement à la ministre, est-ce que oui ou non, les pensions vont monter de 65 à 67 ans? Et on n'est même pas capable d'avoir un oui ou un non. C'est pas très compliqué de répondre oui puis non, puis on n'est même pas capable de l'avoir. Madame Moore, poste de gouverneur général, il faut en parler, ça lui coûte une fortune. Quelle est la position du NPD concernant le poste de gouverneur général du Canada? Est-ce que vous êtes pour avoir un gouverneur ou vous êtes contre avoir un gouverneur général? Je ne crois pas qu'on ait pris officiellement position à savoir si on est pour ou contre. Au niveau du Sénat, c'est sûr qu'on est pour l'abolition du Sénat comme tel. Oui, ça, vous l'avez dit ouvertement. Mais au gouverneur général, j'ai pas, en tout cas dans la plateforme des 3 dernières élections, j'ai jamais vu qu'il y avait une position claire là, au niveau de est-ce qu'on garde ou pas le gouverneur général. J'ai jamais vu ça. Mais vous, en tant que membre du NPD, est-ce que vous êtes pour que nous gardions un gouverneur général qui, moi je vais donner mon opinion, puis je n'ai pas peur, moi, de donner non plus du tout, qui, entre parenthèses, ne fout rien avant tout? Est-ce que vous êtes pour ça? Est-ce que c'est un poste que le NPD accepte et se dit, oui, on en a besoin d'un? Mais je ne peux pas parler au nom du NPD parce que, justement, on n'a jamais pris position là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que, bon, dernièrement, il y a eu un peu des prises de position à savoir, tu sais, bon, est-ce que le gouverneur général devrait payer de l'impôt parce que présentement, on n'en paye pas? Ça, je suis sûre, je suis d'accord que le gouverneur général devrait payer de l'impôt comme tous les autres Canadiens. Mais je crois que, vraiment, déjà en partant, le gouverneur général, je crois aussi qu'il n'y aurait pas le même rôle, si on peut dire, si le Sénat est aboli. Donc, c'est plein de choses qui sont à reconsidérer et à penser. Donc, si le Sénat serait aboli, ce que le NPD demande, il n'est pas pour un Sénat, ça veut dire qu'à ce moment-là, le NPD serait prêt à revoir le poste de gouverneur général du Canada, à ce moment-là. On n'a pas pris position, je peux pas vous dire. C'est quelque chose qu'on va étudier au moment qu'on va être au gouvernement, mais pour l'instant, on n'a pas pris de position claire, donc je peux pas vous répondre. Est-ce que vous étiez au courant, vous, qu'après 5 ans, son salaire continue à 100 %? Ça veut dire que, comme Mme Michaëlle Jean, entre autres, qu'on peut nommer celle-là, elle a fait 5 ans et plus. Elle n'est plus là et elle continue à recevoir son plein salaire de 135 000 $ par année ou à peu près, là, non imposable. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Puis si, advenant son décès, son salaire est versé à 50 % à sa famille. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, moi, qui était au courant de ça. Ça a sorti, là, à peu près une couple de semaines. Le non imposable, j'étais plus ou moins au courant, je m'étais plus ou moins attardée à savoir. Ça, je trouve que ça n'a aucun bon sens, là, c'est sûr, d'avoir un salaire qui est non imposable. Il faut payer des impôts, peu importe qui on est. Tous les Canadiens doivent en payer. Donc ça n'a pas de sens pour moi. C'est sûr et certain que c'est difficile un peu à établir parce que, bon, un gouverneur général, une fois qu'il prend sa retraite, ne pourra plus jamais avoir une vie normale comme vous et moi.
on peut plus avoir une vie normale dans le sens une fois qu'on a passé par là. Donc, je peux comprendre qu'il y ait un certain salaire qui soit continué à l'université. Mais j'ai pas analysé le salaire, mais c'est sûr et certain que cette personne-là n'a plus jamais une vie normale, elle est, même si elle n'a plus le poste, c'est sûr qu'elle va être encore sollicitée en titre d'ancienne gouverneure générale à avoir une... Je comprends, mais c'est parce que si on prend le cas de Mme Mais je crois Jean, Mme Jean travaille pour une grosse société où puis elle gagne un salaire, je suis certain, faramineux, qu'elle n'ait plus la même vie après. J'ai un peu de misère avec ça. Parce que si on se reporte dans le commun des mortels, Mme Moore, c'est qu'une personne peut travailler pendant 35 ans et puis qu'elle va prendre sa retraite parce qu'elle n'est plus capable de travailler à 60 et quelques années, en quelques années. Elle va arriver, prendre sa retraite et elle va retirer peut-être une pension de 10-12 000 piastres par année qu'elle a gagnée pour avoir travaillé 35-37 ans, travaille pendant 5 ans, puis on lui donne 135 000 non imposables. Moi, je ne suis pas capable. Là. Non, je ne peux pas croire que vous êtes d'accord avec ça. C'est quasiment... C'est impensable. Non, mais tu sais, c'est sûr que c'est des choses qu'il va falloir revoir si ça a du bon sens ou pas. Tu sais, de là à dire on donne absolument plus rien et on coupe tout, je crois qu'il faut faire la part des choses, mais c'est des détails que j'ai jamais étudiés, à savoir, bon, quel serait le salaire acceptable et, bon, au niveau de l'impôt, je suis claire que je crois, bon, que tous les Canadiens devraient payer de l'impôt, mais j'ai jamais vraiment accordé, fait les calculs à savoir quelle devrait être la pension qu'ils vont avoir. Il faut aussi prendre en considération qu'historiquement, le gouverneur général faisait 5 ans, souvent le faisait pas et restait pas, si on peut dire, très longtemps parmi nous après sa retraite pour avoir une pension pendant plusieurs années. Donc, c'est sûr que c'est des choses, c'est des, si on peut dire, des règles qui viennent un peu... d'une autre époque, dans le sens que, bon, à la Fondation du Canada, on disait, bon, le gouverneur général garde 100% de son salaire, mais souvent, vu que les gens, bon, avaient une espérance de vie moins longue, on donnait ce salaire-là beaucoup moins longtemps. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de choses à revoir. C'est des habitudes qui ont été conservées, si on peut le dire, de l'époque. Juste au Québec, 93% étaient contre qu'on continue à payer un gouverneur général après 5 ans de fonction. Mais c'est ce que je vous dis, on n'a pas pris position officiellement et je pense aussi que, bon, le gouverneur général, c'est une personne. Je crois que, tu sais, quand on parle du Sénat, c'est beaucoup plus important. C'est des personnes qui sont non élus qui siègent. Donc, je pense que c'est sûr que on va mettre notre priorité lorsqu'on va être au pouvoir sur le Sénat. Et bon, on verra après pour le gouverneur général, mais je pense qu'il faut mettre vraiment notre priorité sur le Sénat parce que là, on parle d'une centaine de personnes non élues qui touchent un salaire quand même assez appréciable. Là. Selon le ministre de la Justice, M. Vic Theis, qui disait que la torture pourrait être acceptée, entre autres, si c'est pour sauver des vies. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? C'est totalement inacceptable. Le Canada a été un des leaders au niveau, bon, dans l'histoire, au niveau de la défense des droits des personnes et d'arriver et de dire qu'on peut accepter d'utiliser de l'information qui a été obtenue sur la torture si ça peut sauver les vies, c'est complètement inacceptable. Ça veut dire qu'on accepte la torture. Et on ne peut pas accepter la torture. Lorsqu'on est un pays civilisé, on ne peut pas, point, accepter d'utiliser de l'information pour la torture. On ne peut pas accepter de fermer les yeux sur des situations où il y a eu de la torture. Et ça n'a aucun sens qu'un ministre, à dire ça en public, je crois qu'il fait honte vraiment à l'ensemble des Canadiens quand il a été dire ça. La déclaration de Justin Trudeau, qu'est-ce que vous en pensez? Oh. Notre ami Justin, des fois, on dirait qu'il a besoin d'attention. Je ne sais pas pourquoi il a fait virer son pire de bord dans sa tombe, lui. Je ne veux pas vraiment commenter là-dessus.
Est-ce que c'était un coup de marketing? Ben non, c'était vraiment une crise d'écœurantite aiguë, d'après vous? Je peux pas dire qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête avant d'aller dire ça. Bon, je trouve que c'est pas nécessairement des propos super appropriés, si on peut dire, mais bon, il l'a dit, c'est à lui de vivre avec. Le gouvernement fédéral avait promis de l'aide à Tembec, il n'y a pas tellement longtemps de ça, pour sa réorientation. Est-ce que vous êtes au courant où en est le dossier de ça? Parce qu'actuellement, il n'y a aucune aide du fédéral qui est allée à Tembec pour ça. Il y a certains programmes sur lesquels sur lequel Tembec a appliqué. C'est en attente de décision, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins évident pour moi, comme c'est pas mon parti qui est au gouvernement, de savoir un peu c'est quoi l'orientation et tout ça. Donc, pour l'instant, on est vraiment plus en attente de certaines décisions. Fameux registre des armes d'épaule. La position du Bloc sur ce dossier-là, ça a été aboli officiellement. Il reste à passer au Sénat, c'est une question de... C'est une question point, hein, tout simplement. Là. La position du Bloc là-dedans, c'était quoi? Du Bloc? Du Bloc, excusez-moi, du Parti québécois, du NPD, excusez-moi, c'est parce que là, j'avais fait une référence dans ma tête à une autre personne parce qu'il m'en avait beaucoup parlé, mais le NPD, je m'excuse, le NPD, c'est quoi sa position dans ça? La position du NPD, c'est que le registre des armes aurait dû être conservé et on aurait dû, à tout le moins, accepter, et ça n'avait aucun sens qu'on n'accepte pas, à tout le moins, de transférer les données aux provinces qui désiraient les avoir. Ça n'a aucun sens. Les contribuables canadiens et québécois ont payé pour ce registre-là. C'est ça. Donc, ça n'a aucun sens. C'est eux qui ont payé les données. Ça n'a aucun sens d'accepter, de ne pas accepter qu'on les transfère aux provinces. Parce que si j'en suis venu au Bloc, c'est justement ça que dans leur campagne électorale, ils en ont parlé beaucoup, eux autres, qui étaient justement pour ne pas abolir le registre actuel. C'est pour ça que j'ai fait une espèce de référence. Puis, mais seulement que... Et le fait, parce que là, on va le détruire. Aussitôt qu'il va être approuvé au Sénat, on va le détruire, là, complètement. Et on va en faire un pareil au Québec. Fait que là, on va dépenser des millions. Puis, on se permet même au gouvernement de faire la fête. J'ai trouvé ça complètement inacceptable comme attitude. On ne peut pas faire une fête. Pour moi, ça n'a aucun sens de faire une fête sur un vote si c'est pas un vote qui a passé à l'unanimité, premièrement. C'est ça. Il faut comprendre que... quelques contre 130, oui, c'est ça. Dans le fond, ça a été les conservateurs qui ont voté pour et les autres partis qui ont voté contre. Dans votre parti, il y a 2 députés du nord de l'Ontario qui ont approuvé le vote pour l'abolition du registre. Vous n'étiez pas unanime dans ça? Et la consigne, c'est quoi à ce moment-là? Ce qui s'est passé avec ces 2 députés-là, c'est que, quand ils ont fait campagne, il n'y avait pas... les derniers votes qu'il y avait eu sur le registre des armes à feu, c'était des affaires émanant des députés. Donc, les gens étaient libres de voter du côté qu'ils veulent. Pour tous les partis, quand c'est une affaire qui émane d'un député et non du gouvernement, on peut voter du côté qu'on veut. Donc, ces gens-là avaient voté pour l'abolition du registre des armes à feu. Et quand ils ont fait campagne, ils ont dit à leurs citoyens qu'ils allaient se porter pour l'abolition du registre des armes à feu. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, c'était plus difficile pour eux d'avoir fait campagne en disant « je vais abolir le registre des armes à feu » et se revirer de bord et de voter contre son abolition. Donc, c'est un peu pour ça qu'ils ont continué à voter la même chose par honnêteté pour les citoyens qui les avaient élus. Parce qu'habituellement, quand ce n'est pas un vote libre, est-ce que chez vous, au NPD, il y a un vote libre? Quand il y a des votes qui se prennent, est-ce que vous êtes libre de voter oui ou non, disons? Ou bien non, si la ligne du parti, c'est oui, tout le monde doit voter oui?
Je crois que dans tous les partis politiques, c'est ça, c'est qu'il y a une ligne, on recommande de voter comme ça. Maintenant, c'est sûr que si pour un projet de loi X, on se sentirait vraiment mal à l'aise, bien là, il y a toujours la possibilité d'aller discuter avec le chef et d'en arriver à, qu'est-ce qu'on fait par la suite avec ce projet de loi-là, que je me sens pas à l'aise de voter comme tout le parti. Donc, il y a quand même une ouverture à la discussion dans ce sens-là. Mais jusqu'à maintenant, c'est ça... à part le registre des armes à feu, c'est tellement des projets de loi qui n'ont aucun sens, qui ont été présentés, que je pense que ça n'a pas été trop problématique jusqu'à maintenant. Comment sont perçus ces deux députés-là qui ont voté contre? Qui ont voté contre la partie, autrement dit? Si vous avez à les rencontrer, vous allez leur dire quoi? On continue. Pour ma part, je continue à avoir des discussions avec eux, puis parler avec eux. Je comprends qu'ils étaient dans une situation ambiguë entre, ils étaient un peu coincés entre leurs électeurs et le parti, et ils ont choisi ce qui leur semblait le mieux pour eux. Donc, c'est un peu une situation, si on peut dire, personnelle. Puis je comprends qu'ils étaient un peu coincés dans la situation et qu'ils ont choisi ce qui paraissait le mieux pour eux. Ottawa qui a officialisé son retrait de Kyoto. Ça n'a absolument aucun sens. Ça montre à quel point ce gouvernement-là montre son absence de leadership, alors que tous les pays au monde essaient de développer des solutions qui sont plus éco-énergétiques, qui essaient de faire un commerce, si on peut dire, plus vert. Le Canada tourne complètement le dos à Kyoto. Et en plus, dans la situation actuelle où il y a un risque de crise économique assez majeur, d'afficher clairement qu'on n'est pas pour adopter des mesures environnementales, ça n'a absolument aucun sens. C'est se priver d'argent. On risque un jour ou l'autre qu'il y ait des investisseurs étrangers qui choisissent de ne pas faire affaire avec le Canada à cause justement de cette absence de leadership-là au niveau des mesures environnementales. Le projet de loi C-30? Désolée, j'ai jamais eu une très bonne mémoire des chiffres. Le C-30, c'est pour... c'est un peu... Le temps nous manque. Je m'excuse, le temps nous manque. Alors, Madame Moore, on reviendra avec le projet de loi C-30. Ce sont un petit peu aller fouiller un peu dans la vie privée, oui, c'est bon. Désolée, j'ai pas une bonne mémoire des chiffres. C'est pas grave, mais c'est un peu aller fouiller dans la vie privée des journalistes, surtout, que l'on veut éviter. Est-ce que vous êtes pour ça? Absolument pas. Et je pense que le ministre... Ça n'a absolument aucun sens d'avoir le droit d'aller fouiller dans la vie privée des gens, d'aller fouiller sans mandat pour obtenir des informations. Ça n'a absolument aucun sens. Et protéger les sources journalistiques aussi, c'est un des principes de base de la presse aussi. C'est ce que les journalistes ont peur aussi, c'est que parce que chaque journaliste ne dévoile jamais sa source, jamais. Puis avec ça, bien là, pourrait être obligé de dévoiler sa source à ce moment-là. Fait que ça veut dire qu'on va marcher sur des œufs? Non. Ça n'a absolument aucun sens. C'est un principe de base de la presse au Canada pour sa liberté. On veut être un pays où est-ce qu'il y a une liberté d'expression. Et les médias... justement, font la promotion de cette liberté d'expression-là, de cette capacité de dire des choses qui ne sont pas nécessairement en accord avec, par exemple, le gouvernement, et d'aller dévoiler les sources, d'obliger à dévoiler ces sources, c'est vraiment une menace à cette capacité-là. Madame Moore, merci infiniment. On va sûrement se revoir parce que les prochaines élections, c'est en 2015. Fait qu'on va sûrement se revoir. Ça me fera toujours plaisir de vous recevoir et je vous remercie beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, madame. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine. Attends un petit peu.